musique, c'est pratique. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'elle permet de se rappeler d'un événement marquant de la grande histoire comme de la petite. Elle est un marqueur important de l'état d'esprit des personnes de l'époque et de la façon dont un événement a pu être accueilli. Vous verrez, on trouve des choses plutôt étonnantes. Alors je vous propose de vous accrocher à vos esgourdes et on est parti! La première pièce dont on va parler est La guerre de Clément Jeannequin, publiée en 1528. Cette chanson polyphonique relate la bataille de Marignan qui a eu lieu en 1515. Pour rappel, cette bataille opposait le royaume de France, mené par le jeune François Ier de 21 ans, contre des mercenaires suisses engagés par le duché de Milan. Au bout de 2 jours de combats acharnés et plus de 15 000 morts, la France remporte le combat. Il faut donc glorifier cet événement et le roi victorieux. Et c'est ce que fit Jeannequin. Composé pour 4 voix, c'est une description de cette bataille qui est faite, en recréant l'ambiance sonore du champ de bataille. Alors cette pièce est composée de 2 parties, la présentation de la bataille et au cœur de la bataille. Dans la première partie, on va avoir, comme son nom l'indique, la présentation de la bataille. Le texte est plutôt compréhensible en ancien français, et avant tout on a un appel au public à écouter la chanson qui relate la grande victoire du roi François. L'entrée des chanteurs se fait en imitation, pour rappel c'est quand ils rentrent de manière décalée, mais tout est mieux expliqué dans l'épisode sur les chansons de la Renaissance que vous trouverez dans la description. Après avoir appelé l'auditoire, les chanteurs entament la description de la préparation du combat, et de l'arrivée de François sur le champ de bataille. Voici quelques extraits du texte, je vous laisse écouter le début de cette pièce. Bon, là ça va, on arrive encore à peu près à comprendre ce qu'il se passe. Et puis arrive la seconde partie, au cœur de la bataille. Et là, c'est un petit peu plus le bordel. Même à chanter, je vous jure, c'est une horreur. Là, on est carrément dans le vif du sujet. C'est la guerre, mon général! Et donc, adieu le texte compréhensible, que vivent les onomatopées et les cris d'appel. Par exemple, on commence par « faire les relais fanfan ». Les trompettes et les clairons annoncent le début des hostilités. Et on entend ensuite « tous à l'étendard ». En gros, « chargez !» Puis après, bon alors là je réponds plus de rien. Pati patoc, tric trac, alarme, alarme, et ça galope, ça frappe, ça tue, ça crie. Et puis à la fin, victoire! Le roi a enfin gagné. Si ça c'est pas du récit, je sais pas ce que c'est. L'utilisation des rythmes différents et du partage entre les voix est juste complètement fou dans cette pièce. On a l'impression d'y être. Chaque petite partie de la bataille a son ambiance propre. Et c'est excellemment bien mis en musique par Jeannequin. Puis bon, le texte fait aussi bien sa petite propagande des familles pour le roi et sa merveilleuse victoire. Et d'ailleurs, pour la prochaine pièce, on va aussi parler de la victoire d'un monarque. Oh, et puis allez, c'est la folie. Je vais même vous passer un extrait tout de suite. Alors non, nous ne parlerons pas de nos angliches préférés. Car à l'origine, ce chant « Grand Dieu sauve le roi » a été composé en 1686 par Lully avec un texte de la comtesse de Brinon. Le tout en l'honneur d'une victoire très particulière de Louis XIV. Les raisons pour lesquelles cette pièce a été écrite étaient totalement ignorées de Handel quand il l'a reprise 30 ans plus tard pour en faire le God Save the King, adopté par Georges Ier en tant que l'un des chants officiels de la monarchie. Là où ça devient drôle, c'est quand on sait pourquoi Lully et Brinon ont écrit ce chant. Alors voilà. En janvier 1686, le bon roi Louis XIV s'assoit sur un objet piquant, probablement une plume, qui lui provoque un abcès au postérieur. Et pas sur sa fesse, non, sur le saint anus du souverain. Forcément, vu l'emplacement, au début personne ne veut vraiment se risquer à toucher le très saint Popol.
et on n'appliquait que de la médecine douce sur la blessure. Et là, c'est le drame. Cet abcès se transforme en fistule. Un chirurgien parvient tout de même à finir par réussir, après plusieurs tentatives et la création d'un nouvel outil, à guérir le roi en décembre 1686. Et pour fêter cette guérison, que dis-je, cette résurrection, Lully mit en musique un texte écrit par la supérieure de l'école de Saint-Cyr, la comtesse de Brinon. Texte dont voici le début. L'hymne britannique. De la plus grande monarchie actuelle, le faste, le chic, le flegme, le toujours classe, le so british, tire ses origines d'une plume dans les fesses de Louis XIV. Avec tout ce qui s'ensuit. Je crois que vous ne l'entendrez plus jamais de la même façon après ça. Enfin bref, sans transition, parce que là je dois bien avouer que ça va être difficile d'en trouver une, partons sur la dernière pièce dont on va parler aujourd'hui. Cantus in Memoriam Benjamin Britten, d'Arvo Pärt, composé en 1977 pour orchestre à cordes et cloches. Oubliez le lourdingue du fessier royal, là on abandonne tout ça, hein. On va tout droit vers le doux, le beau, le triste, le recueillement. Tout ça à la fois. Composé un an après la mort de Benjamin Britten, célèbre compositeur anglais à qui on doit ça. Ou encore ça. Cet hommage n'est pas l'œuvre d'un ami ou d'un élève qui pleure un être connu personnellement, mais il est l'œuvre d'un compositeur dont le respect pour Britten, ainsi que son regret de ne l'avoir jamais connu, lui ont inspiré une pièce d'une infinie tristesse. Tout d'abord, on a une cloche qui répète sans cesse le même rythme et qui rappelle le glas d'une église. Cette cloche funèbre qui annonce les funérailles. Et puis tout doucement, des violons entrent. Ils jouent dans les suraigus. On a beaucoup de dissonances, pas d'accords fixes, c'est très instable, très tendu. Et puis d'autres cordes vont s'ajouter, amener de plus en plus de lourdeur au son cristallin des violons. La musique va s'intensifier, et alors qu'on a toujours cette descente de notes répétée au violon, on va de plus en plus dans le registre grave. Cette pièce est une longue chute de l'aigu vers le grave, une longue chute de la vie vers la mort. Et enfin, cette instabilité qui caractérise toute la pièce se clôture sur un accord de la mineur bien lourd. Et le la, c'est justement la note que joue le glas. On peut difficilement faire plus sombre et lugubre. Le principe de cette pièce est tout con. Chaque instrument rentre chacun son tour et, en gros, descend la gamme de la à son rythme. Mais purée, ça claque. Arvo Pärt, qui est né en Estonie et est encore en vie, est un maître du style minimaliste. Faire du beau sans s'encombrer de trop d'éléments. Chaque note doit avoir une importance particulière, être belle. Il n'y a pas de hiérarchie et la simplicité, apparente, est le maître mot. Je vous invite vraiment à découvrir son œuvre si vous ne connaissez pas. Nous voilà donc à la fin de cet épisode consacré aux hommages en musique. Comme d'habitude, ce n'est qu'un petit échantillon de ce qui peut se faire, et il y en a eu à toutes les époques, dans tous les styles, donc bon. Là, vous avez déjà un panel qui va de 1528 à 1977, ce qui couvre une bonne partie de notre histoire finalement. Sur ce, je vous laisse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et surtout à partager cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine, écoutez de la musique et n'oubliez pas, la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut.